Nello scorso symposium uno dei relatori, l'architetto Marcel Kalberer, che è uno diciamo, dei maggiori esponenti di quella che viene chiamata architettura vivente, perché lavora con il salice, con i rami di salice veri, e quindi fa a tutti gli effetti dell'architettura che vive in senso proprio vive, non come i nostri edifici che sono fatti con materiali oggettivamente morti. Mi segnalò la presenza di un altro architetto belga che si chiama Luc Schuiten, che io invito a venire sul palco. Grazie. Bonjour. Pour commencer, je voudrais vous expliquer dans quel contexte le travail que vous allez voir a été conçu. Je suis architecte, urbaniste, mais ici je vais surtout vous montrer un concept et un travail qui est plutôt de l'ordre de la réflexion picturale. J'aimerais bien communiquer sur ce que je ressens du monde dans lequel je vis. Je ne suis pas à l'aise dans ce monde. Il ne correspond pas à mes attentes. Et j'ai décidé de l'exprimer, ce ressenti, par le biais des dessins. Parce que les dessins ont une compréhension qui est immédiate, c'est fulgurant. Tout le monde rentre directement dans un dessin qui mettrait des heures à pouvoir être décrit. Je pense que ce langage est en même temps universel, il ne dépend pas d'une langue qui est un filtre. La possibilité d'y voyager est très grande. Par contre, il faut quand même quelques explications pour pouvoir comprendre dans quel esprit certaines choses ont été faites. Pour commencer, j'aimerais bien faire le point sur la situation dans laquelle nous sommes maintenant. La crise du pétrole, pas besoin d'en dire plus, tout le monde sait quelle est son importance, mais savons-nous assez le nombre de temps qu'il nous reste avec les matières premières que nous avons à notre disposition? Vous voyez ici sur le tableau les différentes matières premières principales et en rouge le nombre d'années qui nous permet d'en disposer encore à consommation égale. Il se fait que nous ne consommons pas de manière égale, on consomme de plus en plus. Dans moins de 100 ans, la plupart des matières premières que nous utilisons aujourd'hui pour créer notre industrie auront disparu. Que fera-t-on d'une société industrielle si nous n'avons plus les matières premières? La population augmente de manière considérable tout le temps. Nous consommons actuellement 1,5 fois ce que la planète produit. En 2050, on consommera 2 fois. Dès le moment où une société, un monde vit sur son patrimoine et pas sur les intérêts de son capital, son temps de vie est très court. Il va à la faillite, il va de toute façon à l'épuisement des richesses. Pourtant, il y a une manière de vivre, il y a une manière de concevoir des architectures qui est 100% durable, qui peut perdurer dans le temps sans jamais fatiguer l'environnement dans lequel il vit. Voilà des constructions, une construction qui a été faite en Irak à partir de roseaux qui ont poussé et qui peuvent contribuer à la qualité de la vie sur la planète. Mais les citadins ne sommes pas les premiers à vivre en ville, loin de là. Les termites habitent dans des cités gigantesques depuis des millions d'années et l'ont fait sans détériorer leur environnement. Vous savez, une termitière, c'est avant tout un immeuble tour gigantesque dans lequel des millions d'individus vivent. Et ces termitières sont autoclimatisées. Il n'y a pas 1 degré de différence entre l'intérieur et l'extérieur, le jour et la nuit. La température extérieure peut varier de plus de 30 degrés et à l'intérieur de la termitière, c'est complètement stable. Pourquoi n'aurions-nous pas, nous aussi, un tel savoir-faire? Nous pouvons faire des constructions qui sont superbes, qui sont 100% durables. Nous pouvons construire avec ces matériaux qui sont directement près de notre environnement et qui sont une manière de nous intégrer complètement à des cycles naturels. Ici, vous voyez un biobéton.
Ce biobéton est formidable parce qu'au moment où il a été réalisé par ces petits mollusques, il a absorbé le CO2 qui est tellement un problème pour nous dans notre environnement. Ce biobéton a été fait sans usine, sans eau fourneau, sans essence, sans camion sur les routes, uniquement avec l'abdomen de ce petit mollusque. Ce biobéton est bien plus résistant que ceux que nous faisons. Il est étanche, il ne se dégrade pas dans le temps, il est complètement lisse à l'extérieur. Pourquoi n'aurions-nous pas autant de savoir-faire? L'araignée fabrique un fil qui est 3 fois plus résistant que nos aciers à section égale, sans usine, etc., etc. Pourquoi n'aurions-nous pas autant de savoir-faire? La nature, c'est avant tout 3,5 milliards de recherche en développement. Nous pouvons prendre exemple sur ce qu'elle fait pour créer, nous aussi, des structures qui sont complètement réalisées à partir d'environnements naturels. Un arbre qui pousse, c'est pour moi fabuleux. On lance une petite graine, elle va tomber sur le sol et elle va devenir une structure géante après quelques dizaines d'années. Et cette structure aura besoin pour se développer de soleil, d'eau de pluie et des nutriments qui se trouvent dans le sol. Ça se fait tout seul. Pourquoi ne pourrions-nous pas bénéficier d'une telle expérience? Tout ce que la nature nous apporte, c'est 3,5 milliards de recherche en développement. Tout ce qui n'était pas rentable a été complètement abandonné. Aussi ai-je décidé de travailler sur ce patrimoine extraordinaire. Notre seule chance de créer une civilisation qui est à un moment donné quelque chose qui rentre dans la pérennité, qui puisse durer dans le temps. Je ne travaille pas seul. Les projets que vous allez voir sont un peu des visions d'artistes. Je travaille avec des biomiméticiens, avec une équipe de biomimicry Europa qui m'aide à trouver des solutions qui rentrent dans l'optique de quelque chose qui est fait de manière à pouvoir s'intégrer complètement avec la planète. Une ville pourrait être très bien conçue comme un vaste organisme vivant, comme une sorte d'emboîtement de différents écosystèmes, comme un massif corallien ou comme une forêt primaire. C'est possible. On ne l'a pas encore tenté, mais c'est ce qu'on appelle une utopie, donc un possible qui n'a pas encore été expérimenté. Et ce possible est une utopie qui est bien plus raisonnable que d'imaginer une civilisation, une société qui est en croissance continue sur une planète qui, elle, est finie. Aussi, vous allez voir différents projets ici de villes qui sont certains complètement réalisables aujourd'hui à partir de choses que nous connaissons, et puis de plus en plus on va rentrer dans le temps avec des projets de plus en plus futuristes. Ici vous voyez un projet de jardin vertical pour Bruxelles, fait uniquement avec les déchets de la ville, le seul matériau naturel qui produit. Ici cette cascade, elle fonctionne à l'énergie solaire, l'eau qui coule, eh bien elle vient de récupération d'eau de pluie. Plus il y a de soleil, plus l'eau part de haut, parce que plus il y a de soleil, plus on a envie de voir de l'eau. Et c'est des capteurs solaires qui sont mis sur le toit de l'hôpital qui se trouve juste à côté, qui fournissent l'énergie nécessaire. Et les matériaux, ce sont des dalles de trottoir. Chaque fois qu'on renouvelle les trottoirs, eh bien on les jette. Mais pourquoi pas les récupérer et en faire ces espèces d'amas rocheux qui ont l'air, de loin, de ressembler à quelque chose qui évoque un paysage naturel que nous connaissons. Quand on se rapproche, on voit que ce n'est pas un mensonge. On n'a pas essayé d'imiter la nature, on l'a simplement évoqué à partir de ces dalles de trottoir qui peuvent créer des parements tout à fait intéressants. Mais on peut reconstruire des coins aussi avec des éléments de végétation. Ce sont des choses qui peuvent se faire directement aujourd'hui. Et en posant dans la ville ces gestes, qui sont déjà la préfiguration de ce que pourrait être la ville de demain, mais on peut reconstruire les accidents qui se sont créés dans la ville, ces sortes de chancres que l'on trouve un peu partout et qui pourraient recréer des espèces d'îlots de poésie, de lieux où on peut commencer à ressentir ce que pourrait être une ville qui intègre le vivant.
mais le vivant, pas seulement comme élément décoratif, comme ce que je vous montre ici, mais le vivant en tant que matériau de construction. Ça, c'est un tout autre projet. Ici, vous voyez une grande tour à Bruxelles qui a la partie ascenseur qui est uniquement en béton, mais elle pourrait très bien recevoir un jardin vertical, un jardin dont on ne se promène pas, mais qui est une sorte de promenade visuelle. Ici, vous allez voir une réflexion axée sur le temps. Mais je trouve que les dessins ont ce gros défaut de figer les choses en une période très précise. Regarder une ville, c'est d'imaginer en 4 dimensions. Son évolution dans le temps est très importante. Ici, nous sommes dans une rue européenne, on est en 1850. Et en 1900, les choses ont évolué, les choses ont changé, les habitations ne sont plus les mêmes, les habitations ont grandi, c'est un peu plus haut. En 1850, mais j'aime bien cette période parce qu'on a gardé les gabarits, on a respecté les constructions anciennes, on est dans quelque chose qui reste très convivial. Par contre, 50 ans plus tard, en l'an 2000, on a ces ruptures que nous connaissons maintenant. On a cette difficulté d'être dans une ville où on a fait rentrer les voitures, les camions par les portes et les fenêtres de tous les côtés. Les trottoirs ont été réduits à presque plus rien. Les cinémas sont devenus des grands magasins et ainsi de suite. Peut-être que dans 50 ans, on pourrait commencer à rétablir certaines valeurs, à par exemple faire d'autres types de moyens de communication. On va en parler plus tard, mais ici c'est une sorte de mixte entre la voiture individuelle et le transport collectif, des voitures automatiques qui se mettent en convoi pour prendre moins de place dans la circulation. 50 ans plus tard, on est en 2100, on voit apparaître des structures qui ont poussé, que j'ai appelées archiborescentes, pour essayer de définir ce que pourrait être cette nouvelle forme d'architecture, de moyens de locomotion, etc. Cette ville complètement différente, où le végétal prend de plus en plus son importance dans la ville, et puis les toitures deviennent des toitures vertes, des toitures sur lesquelles on peut se promener. Voilà l'hypothèse d'un autre quartier. Ici, nous sommes à Bruxelles. Vous voyez en 5 étapes ce qu'était la ville au début en 1800. C'est fait à partir de centaines de documents d'époque où j'ai reconstitué la ville telle qu'elle était il y a 2 siècles. Et puis, 100 ans plus tard, on est en 1900, un boom immobilier énorme. On a énormément construit, le canal s'est transformé, etc. Mais en 1900, il y a cette espèce d'unité qu'il y avait à cette période. Le matériau était un matériau très local. Il y avait une architecture qui définissait fortement une région. Donc, on avait l'appartenance à un terroir. On avait quelque chose qui donnait l'identité de la ville. 100 ans plus tard, en 2000, on a tout banalisé. L'architecture est devenue internationale. Elle s'est réduite à une espèce de même commun dénominateur. On trouve les mêmes immeubles en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, de tous les côtés, et on a appauvri complètement notre environnement. Mais la perte de la biodiversité dans la nature, c'est un dommage considérable. Dans la nature, il est tout aussi, dans l'architecture, il est tout aussi important, et dans nos villes aussi. Nous allons vers ce type de banalisation et surtout d'absence d'émotion. Si tout est pareil, eh bien on ne ressent plus rien. Ici, j'ai imaginé ce que pourrait être cette ville en 2100. Eh bien, là, on voit que ces constructions archiborescentes se sont développées. Vous voyez, à l'arrière, les toitures sont devenues des sortes de jardins. Des passerelles permettent d'aller d'un espace à l'autre. Et en 2200, ce projet s'est amplifié. Nous avons 2 systèmes de circulation à des hauteurs différentes. Nous avons ces parois qui sont des sortes de parois de verre, de bio-verre translucide, qui laisse passer la lumière, mais qui a ce côté tout à fait organique. Nous avons d'autres moyens de locomotion, tout ça s'intègre dans ce nouveau paysage. La ville de 2100, de 2200, n'est pas une ville que l'on aura rasée, dont on aura fait d'autres immeubles. Réfléchir dans le terme du développement durable, c'est se dire qu'on a un patrimoine formidable, qu'on peut peut-être le conserver et qu'on peut progressivement l'améliorer, qu'on peut le doter de d'autres qualités sans tout refaire. En mettant des nouvelles peaux
à ces immeubles. J'aime bien le terme peau, parce que la peau c'est vivant, ça respire, ça se transforme au fur et à mesure du temps. Ici vous voyez ces espèces de greffons qui ont été mis sur les immeubles, qui les complètent et qui leur permet de capter l'énergie solaire, de préserver les chaleurs intérieures, de les climatiser. Et puis vous voyez en toiture ces jardins qui permettent un déplacement plus lent, plus agréable, qui nous donne accès à une autre qualité de vie. En se déplaçant au sommet de ces habitations, on a aussi accès à l'horizon. On oublie ce genre de choses. Mais en perdant la notion d'horizon, on a perdu une de nos valeurs les plus importantes. On perd toutes nos valeurs qui font que nous sommes ce que nous sommes. Et là, à force de perdre nos racines, on est complètement déboussolé. Nous sommes des êtres biologiques qui vivons sur une planète, la planète Terre, qui est un vaste organisme vivant. Et en oubliant cela complètement, eh bien, on est complètement déboussolé. Moi, je pense qu'on doit vivre dans quelque chose qui doit être lui aussi assimilé comme un organisme vivant. Ici, en rendant nos villes vivantes, mais on retrouve une qualité de l'air, on trouve un silence, on retrouve une odeur, on retrouve un autre rythme. Et ce genre de choses, ce n'est pas de la science-fiction, c'est possible aujourd'hui. Des toitures vertes, on peut les faire, on en fait partout. Et on peut simplement les multiplier. Réfléchir une ville différente, c'est aussi réfléchir la manière dont on va s'y déplacer. Le déplacement dans une ville est véritablement essentiel. On peut aussi là prendre exemple sur la nature. Ce que la nature n'a pas retenu, c'est généralement parce que ce n'était pas rentable. C'est parce que ça fonctionnait mal. En créant des engins beaucoup plus légers que ce que nous faisons, on pourrait arriver à des choses vraiment étonnantes. Vous savez, nos voitures, c'est 1,5 tonnes de ferraille dans lequel on met en moyenne 150 kg de passagers bagages. 10% de rendement rien qu'au point de vue du poids. Si on sait qu'un moteur explosion, ça a lui aussi 10% de rendement, on chute à moins de 1% de rendement global. Et pour ça, en 200 ans, on va dépenser tout ce que la planète a mis des millions d'années à réaliser en énergie fossile, en essence, en carburant. Est-ce que ce n'est pas complètement idiot? On pourrait se déplacer avec des engins plus petits, plus légers, plus souples, beaucoup plus amusants. On pourrait retrouver une qualité de vie que nous avons complètement perdue. En se basant sur l'observation, simplement ce qui se passe dans la nature, on pourrait arriver à gagner énormément au point de vue énergie et au point de vue de notre fonctionnalité. Ici, j'ai imaginé un chenillard. C'est un petit véhicule électrique qui prend son courant dans un rail central et qui est complètement automatique. Il est programmé pour se rendre à une destination qu'on lui donne au moment de son départ. Un véhicule comme ça, puisqu'il ne doit pas transporter ses batteries, ou très peu, il peut peser 100-150 kg, soit le poids de ses passagers. Dès qu'on dépasse le poids de ce que l'on transporte par le transporteur, on n'est plus rationnel. En se mettant en convoi, eh bien, on a la rentabilité que peut avoir les canards sauvages dans le ciel ou les chenilles processionnaires, quelque chose qu'on retrouve dans la nature aussi. Ce n'est pas de la science-fiction. Je roule avec une voiture comme ça. Ma voiture, elle roule à 90 km/h. Elle me coûte en énergie électrique entre 40 et 50 euros par an. Et je ne roule qu'avec ça dans la ville. Elle roule, elle pèse 200 kg et je ne pédale pas pour aller plus vite, je pédale simplement pour aller plus loin. Si je ne pédale pas, je fais 100 km avec un plein en énergie. Je fais un plein 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. Et si je pédale bien, je peux faire 150 km. Mais en pédalant, je reste en bonne santé, etc. Ça me permet de me maintenir en forme. En même temps, c'est un moyen de communiquer avec mes semblables qui est formidable. Parce que les gens qui me voient passer dans cet engin tout à fait improbable rient, trouvent ça très sympathique. Et ça me permet de communiquer sur d'autres manières de voir les choses. Peut-être qu'on peut aussi voir nos camions tout à fait différemment. Ici, c'est un tracteur de containers. On a des petits containers de 6 mètres cubes
qui nous permettent de faire un chapelet de containers, de déposer ces containers aux endroits où on livre pour ne pas devoir transporter une charge inutile à un certain moment. Et puis plus on est souple, plus on peut être léger. Dès le moment où on doit mettre ces charges sur un seul grand véhicule rigide, eh bien il faut faire une énorme poutre en acier, il faut le rendre rigide, c'est beaucoup plus lourd et c'est plus difficile à déplacer. Imaginez tout dans cette idée d'une plus grande modularité, une plus grande souplesse, permet de voir les choses autrement. Ici, vous voyez un tram modulaire constitué de cellules qui peuvent contenir 7 personnes. Le tram, mais on utilise l'infrastructure existante, mais on rajoute au milieu un rail électrique. Mais ça aussi, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe à Bordeaux, un tram qui prend son courant dans un rail électrique. Il suffit de le programmer, il y a déjà des véhicules qui fonctionnent automatiquement avec programmation. Ici, l'avantage, c'est que les convois ne s'arrêtent jamais. Quand on est dans un convoi, quand on veut s'arrêter, on prend la voie de garage sur le côté. Le convoi s'écarte, le véhicule sort et le restant du convoi continue. Donc, on peut rouler moins vite, être plus léger et on communique d'une cellule à l'autre par ces espèces d'antennes qui sont les moyens de communiquer, comme les fourmis, qui donnent des signaux aux autres sur les endroits où ils doivent aller. Mais ça existe aussi, il y a des vélos qui fonctionnent avec des structures en bambou, parce qu'ici, les véhicules que je vous ai montrés sont des véhicules qui sont faits à partir de branches de micocoumiers. Vous savez, à Sauve, en France, on fabrique des fourches. Les fourches, ce sont des engins, des outils agricoles qui ont une forme excessivement précise. Les 3 branches doivent être tout à fait parallèles, excessivement résistants. Eh bien, ça se fait à partir d'arbres qui ont poussé dans les champs. Les fourches poussent dans les champs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pousser la structure d'une voiture un jour dans un champ et guider la croissance pour avoir une structure qui est 100% bio, qu'on n'a pas fait dans une usine? Et vous savez, la coque qui vient se relier à cette structure, on pourrait très bien la faire à partir de résine d'huile de lin qui, elle, est 100% bio. On l'a testé, j'ai chez moi un exemplaire de ce genre de choses. Cette résine, elle est mangeable avant qu'elle soit polymérisée. Elle est 100% bio. Mais il y a un prototype qui est en conception pour le moment d'un engin de ce type-là et qui permettra peut-être un jour de voir qu'on peut partiellement se passer de l'industrie, parce qu'il y aura encore des parties mécaniques, etc., qui seront indispensables. Mais peut-être pouvons-nous réduire la place que cela peut avoir. Le vol des oiseaux est quelque chose de magnifique. Un oiseau qui vole dépense beaucoup moins d'énergie que le moindre de nos avions qui utilisent l'hélice. J'ai un ami qui fabrique des ornithoplanes à ailes battantes, qui volent excessivement bien, et il fabrique des engins volants avec des hélices à la même taille. Mais les batteries qu'il utilise pour faire voler les deux permettent de faire voler l'ornitoplane 2 fois plus longtemps que celui à hélice. Parce que quand on voit un oiseau voler, regardez quelle énergie il déploie pour se maintenir en l'air, c'est très très peu. Dès le moment où nous envoyons nos avions en l'air, on déploie une énergie considérable que nous n'avons pas. Ce n'est que parce qu'on mange notre capital qu'on peut arriver à le faire. On peut prendre là aussi, exemple sur la nature, pour commencer à faire des engins un peu plus rationnels. Ici, moi j'ai imaginé un ornitoplane à ailes battantes qui soit réalisé à partir d'un plus léger que l'air, d'une montgolfière, enfin d'un dirigeable qui est gonflé à l'hélium. Parce que l'ornitoplane qui est plus lourd que l'air, il est limité au point de vue de la taille. On ne peut pas l'agrandir indéfiniment parce qu'il n'a plus suffisamment de portance. Par contre, si c'est un plus léger que l'air, on n'a plus ce problème-là. Et l'extrado peut être entièrement couvert de capteurs solaires, de manière à pouvoir assurer sa propre autonomie. Voler avec ce genre d'engin serait d'une qualité de vie de loin plus grande que celle des engins que nous utilisons. D'abord, pas de pollution, pas de bruit, sécurité totale. Et puis, on a dans le ciel des engins qui sont d'une beaucoup plus grande douceur. On pourrait commencer à réapprendre que nous avons des gestes à faire qui peuvent nous relier à des choses complètement essentielles qui tiennent lieu de la qualité de la vie. Va nous obliger à un changement. Si nous avons l'intelligence de pouvoir orienter ce virage suffisamment tôt, peut-être
que ce que l'on verra comme ville un jour aura des qualités de loin supérieures à ce que nous avons aujourd'hui. Imaginez une ville, ici c'est Nantes, en 2100, à partir toujours de ce qu'elle est aujourd'hui, mais avec ses autres enveloppes, avec ses autres comportements vis-à-vis de toutes ces choses qui existent déjà, mais simplement en mettant sur un seul plan une autre mobilité, une autre manière de faire notre bilan énergétique et commencer à réfléchir en utilisant ce que nous avons comme énergie propre. J'ai ainsi imaginé, dessiné cette ville à la demande de la mairie pour pouvoir donner une idée d'un futur qui soit 100% durable, quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Ici, le même exercice sur la ville de Lyon, mais c'est la part Dieu, cet endroit tout à fait mort où le vivant n'a vraiment pas sa place. Mais qu'est-ce qui se passe si on remodèle une sorte de paysage qui permettrait d'accéder à ce niveau supérieur avec collines, rampes, espaces verts, etc. Comment la tour Crayon qui se trouve au centre, qui est une sorte de symbole, pourrait recevoir ces espèces de grandes structures qui captent l'énergie solaire et le vent par des turbines pour créer l'énergie nécessaire à alimenter la cité. Et puis les barres d'habitation que vous voyez là, leur toiture a été transformée en aire d'atterrissage pour les ornithoplanes à ailes battantes. Et puis vous voyez ces grandes barres, une partie de celles-ci ont été désertées, parce qu'en 2100, on n'aura plus beaucoup envie d'habiter dans ces sortes de clapiers à lapins, mais il y aura encore des gens qui peuvent y habiter, et puis on peut faire sauter les façades et garder ces espaces magnifiques pour en faire des sortes de potagers urbains. On peut mettre même quelques poulaillers, des choses comme ça. On peut faire réintroduire une notion de vie, parce qu'une vie dans une ville, il faut pouvoir trouver sa nourriture, il faut pouvoir cultiver à côté de l'endroit où on vit. Ce n'est pas raisonnable d'aller chercher de l'autre côté de la planète une partie de sa nourriture. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'à partir du moment où on est complètement à côté de notre réalité. À force de dessiner ces villes dans tous les sens, dans tous les angles et dans tous les côtés, j'ai commencé à les habiter, parce que finalement, je suis plus souvent dans mes dessins que dans notre monde, dans le monde d'aujourd'hui. Ça me permet d'imaginer différents détails de mode de fonctionnement et d'arriver à le crédibiliser avec ces scientifiques de biomimicrie qui chacun, par sa manière de voir, essaye de me donner les indications nécessaires qui me permettent de proposer des choses qui n'ont rien à voir avec le domaine du rêve. Là, ce n'est pas du rêve, c'est les choses les plus concrètes qui soient. Il n'y a pas une chose qui est imaginée qui n'a pas une possibilité de développement futur. Et un développement futur bien plus réaliste que d'envoyer une fusée sur la Lune en 1960. Les gens qui ont imaginé ce projet en 1960, c'était un projet complètement utopique et bien plus difficile à réaliser que de réaliser une habitation qui pousse ou une ville verte. Ici, vous voyez une habitation qui pousse à partir de bambou. Mais le bambou, c'est formidable. Ça pousse en une saison. En 3 mois, le bambou atteint une taille adulte. C'est très résistant. Il pourrait très bien servir de structure à nos habitations. Et puis, on ferme l'espace entre les bambous par une sorte de biotextile, quelque chose qui ressemble au cocon qu'a pu réaliser des insectes, à la chitine d'une libellule, ou à la soie d'une araignée, ou d'un ver à soie. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, on pourra avoir des habitations qui ne coûtent pas grand-chose, parce que nous ne sommes pas dans des dépenses complètement folles. Planter quelques bambous, c'est pas terrible comme coût. D'autres projets
complètement réaliste, et aujourd'hui, c'est celle de la ville creuse. Elle a été conçue par un urbaniste français parisien, Jean-Louis Maupu. Il a imaginé une ville à partir d'un maillage hexagonal fait autour du déplacement d'un transport en commun. L'ensemble de ces maillages se met ensemble pour créer toute une ville. Eh bien, nous avons ici ce qu'il a appelé la ville creuse, parce que le centre de chacun des maillages est laissé en partie naturelle, donc c'est pour les loisirs, pour le repas, etc. Mais on n'y va pas avec un transport. Et puis, tout au long de cette rocade, vous voyez, nous avons les transports en commun en surface et tous les transports doux. Ceux qui veulent garder leur véhicule polluant, ils peuvent très bien le faire en dessous de la rocade. Il y a encore possibilité de se déplacer à ce moment-là. Mais on commence à remettre les choses à leur place. Dans nos villes contemporaines, nous avons sous le tarmac, sous la rue, nous avons d'un côté les égouts dans lesquels est transporté les excréments, et juste à côté, nous avons un autre tube dans lequel les gens sont transportés, la plus grande partie des gens. C'est pas normal. On pourrait peut-être faire le contraire, faire passer en priorité les transports en commun et mettre ceux qui veulent garder quand même leur voiture tout à fait dépassée, les utiliser en partie inférieure. Vous avez ici un urbanisme solaire. Les habitations qui sont tournées vers le sud sont pourvues de très grandes serres amovibles suivant le temps et les saisons, qui s'ouvrent et qui se ferment, qui permettent de dégager des terrasses ou au contraire de protéger de la pluie. Et puis les côtés nord sont plus isolants, etc. Nous avons chaque fois quelque chose qui correspond très bien à un comportement qui tient compte d'un environnement naturel. Ici, la même cité, mais vue autrement, avec au bout de chaque rangée de maisons, une centrale d'énergie. Centrale d'énergie éolien, capteur solaire et récupération de l'ensemble des déchets organiques, égouts et tout ce que produisent les plantes pour faire de la méthanisation et récupération de l'humus pour l'ensemble des potagers. Tout ceci peut correspondre certainement à un modèle de ville qui peut être fait aujourd'hui. Mais on peut peut-être aussi aller plus loin, voir plus tard ce que l'on pourrait faire lorsqu'on aura mieux maîtrisé des habitations qui fonctionnent à partir de structures qui ont poussé. La cité des habitats-arbres. Qu'est-ce qui se passe si la généralisation de structures qui sont arborescentes, refermées par ces biotextiles, nous donnent des constructions en hauteur ou en mitoyen et nous permettent ainsi d'avoir une ville qui aurait une toute autre approche comportementale. Tout cela ne correspond pas avant tout à des idées esthétiques, à quelque chose qui a cette gratuité que peut avoir le travail d'un peintre. C'est l'idée de se reconnecter aux choses dans lesquelles j'ai une confiance absolue, c'est-à-dire la nature. Eh bien, en dessinant toutes ces choses probables, j'arrive à montrer que ce n'est pas un environnement pauvre, on n'a peut-être pas perdu en qualité de vie, peut-être que cela nous apporterait vraiment d'autres possibilités. Ici, en tendant des voiles translucides entre les arbres, en ayant des sortes de passerelles à différentes hauteurs, on pourrait avoir des endroits collectifs, sortes de marchés, de choses comme ça. On n'est plus évidemment dans une société de course à la consommation où tout le monde est conditionné le plus possible pour pouvoir travailler énormément, pour pouvoir consommer des choses qui sont complètement inutiles et qui ne nous servent à rien et qu'on n'achèterait pas s'il n'y avait pas de la publicité. Donc on est dans un stress et dans une frénésie à l'inutile qui nous ramènerait peut-être, qui devrait peut-être nous ramener à une vision complètement différente du monde. Ici, par exemple, l'utilisation du figuier étrangleur, cet arbre tout à fait extraordinaire qui a la faculté d'avoir ses racines qui se soudent pour faire un maillage excessivement résistant, qui permettrait de faire une sorte
de structures extérieures de nos arbres qui permettraient d'avoir les supports nécessaires à des habitats qui se sont développés naturellement, mais dont on guide la croissance, bien entendu. On ne laisse pas la nature tout faire. Nous avons un rôle pour organiser peut-être un espace et d'obtenir ainsi des environnements qui ont ce bonheur de pouvoir fonctionner avec les cycles naturels, des saisons, des années, et nous, de nous inscrire dans ces valeurs qui sont véritablement les nôtres. Chacune des parties de ces cités ont été réfléchies dans la probabilité d'arriver à recréer ces équilibres. Par exemple, vous voyez souvent des passerelles à certains endroits, mais c'est pour laisser les sols intacts. Dès le moment où on commence à marcher sur tous les sols, on les dame et ils sont complètement morts, et l'eau devient de la boue, etc. Dès le moment où le sol reste naturel, eh bien, la vie peut continuer à perdurer dans ces espaces et ainsi former, garder les écosystèmes qui peuvent se mettre en place naturellement. L'observation de chacun des lieux donne lieu à une cité particulière. Je suis très préoccupé par créer des environnements qui soient intimement liés à un terroir. Donc on ne travaille jamais à un endroit particulier sans tenir compte de ses spécificités. C'est malheureusement ce que nous avons oublié aujourd'hui. Voilà la cité des vagues. Eh bien, si nous sommes dans un environnement méridional, un environnement océanique, pourquoi ne pas utiliser ce qui se forme naturellement dans cet environnement-là? Les vagues se forment aussi bien dans le sable que dans l'eau. Donc, ma cité va elle aussi prendre exemple sur cet environnement naturel pour créer des nouvelles habitations qui vont répondre à cette géométrie. Mais cette géométrie peut avoir plein de qualités. Vous voyez qu'en face des grandes surfaces plates, nous avons chaque fois un plan d'eau qui augmente la capacité du rayonnement solaire et permet ainsi de gagner plus d'énergie, et ainsi de suite. Comment une façade vitrée peut-elle ressembler à quelque chose qui vient plus de l'aile d'un papillon au niveau de sa géométrie que d'une usine? Tout cela reste dans le domaine de nos possibilités. L'ensemble de choses que j'ai imaginées, c'est parce que pour moi, l'art, il est avant tout dans la nature, comme tout ce qui m'intéresse. C'est là que se trouve toute mon inspiration, c'est là que se trouve toute mon admiration, et c'est là que se trouvent les choses qui me font éprouver les émotions les plus complètes. Pour conclure, je voudrais juste dire que c'est vraiment pour moi essentiel de retrouver ces valeurs que de plus en plus nous sommes occupés à perdre et qui sont pourtant à notre portée juste à côté de nous. Merci.